Alors, je vais pas vous parler de l'effet des benzoes sur la mémoire aujourd'hui. Je vais faire un survol plus général. Je vais pas vous présenter spécifiquement une étude comme ma collègue a fait, mais je vais vous parler plus de la mémoire et le vieillissement. Et surtout de ce qui est préservé et évidemment ce qui l'est moins. Alors, tout d'abord, il faut savoir que la mémoire, ce n'est pas une entité unique, uniforme, hein, unitaire. C'est composé de plusieurs systèmes. Et ces systèmes-là, sur le plan cérébral, n'impliquent pas les mêmes structures. Ils sont vraiment séparés. Hein. Il y a 3 grands systèmes de mémoire dont je vais vous parler qui impliquent 3 grands systèmes cérébraux sous-jacents qui sont différents. Et donc, ils ne sont pas affectés de la même façon. Je vais vous parler aujourd'hui, je ne vais pas tellement vous parler de la mémoire à court terme, celle qui nous permet de retenir un numéro de téléphone avant d'aller le composer, des choses comme ça. Je ne vais pas vous parler de ça, je vais vous parler plus de la mémoire à long terme, celle qui nous permet d'apprendre des choses pour fin d'utilisation éventuelle. Alors, dans la mémoire à long terme, on a un premier système qui est la mémoire épisodique. Cette mémoire, c'est vraiment ce qu'on entend tout le monde par mémoire. OK? C'est vraiment ça à quoi on réfère quand on parle de mémoire. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette mémoire épisodique? Elle nous permet de se souvenir d'événements passés, hein, donc de mémoire rétrograde, de mémoire du passé, incluant notre autobiographie. Elle permet aussi, et ça c'est super important, et c'est ça aussi qui nous pose parfois des problèmes, elle nous permet d'acquérir des nouvelles informations. On parle alors de mémoire antérograde, hein, donc d'acquérir de se souvenir des choses qui se produisent à mesure. Et elle nous permet d'anticiper des actions futures. C'est le type de mémoire dont on a besoin quand on ne veut pas oublier d'aller mettre des sous dans notre parcomètre, de rapporter un livre à la bibliothèque, de faire un message à un collègue lorsqu'on le voit, etc. Et je vous dirais que les problèmes de mémoire prospective font vraiment l'objet actuellement d'un grand nombre d'études et c'est probablement les plaintes les plus fréquentes que l'on retrouve dans le vieillissement. Comme on dit toujours, les troubles de mémoire rétrospective, la mémoire des conversations qu'on a eues, tout ça, les gens vont considérer que c'est vraiment que la personne a des vrais troubles de mémoire. Mais quand c'est un trouble de mémoire prospective, on trouve que la personne, elle n'est pas fiable. On ne dit pas que c'est sa mémoire qui n'est pas fiable, on dit que c'est la personne qui n'est pas fiable parce que elle ne s'est pas présentée au rendez-vous qu'on lui avait fixé. On lui avait pourtant dit de rapporter ce bol à salade qu'on aime tant, puis elle ne nous l'a pas rapporté encore une fois. Donc, on dit, mon Dieu, je lui dis des choses, puis elle n'est pas fiable. Donc, c'est un problème qui, dans la vie quotidienne, pose souvent des problèmes. Et dans le vieillissement pathologique, dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui, c'est un énorme problème parce que c'est ça qui nous permet de prendre nos médicaments, de ne pas oublier nos rendez-vous, etc. Donc, la mémoire prospective. La mémoire épisodique est donc hautement liée au contexte dans lequel les souvenirs ont été acquis, puis dans lequel on doit les récupérer. C'est toujours lié dans le temps, dans l'espace. Et ça implique donc la récupération volontaire des informations. Et c'est le plus fragile des systèmes. Pourquoi c'est fragile? Bien, parce que quand je veux mémoriser quelque chose, il y a vraiment 3 grandes étapes. Il y a une première étape où je dois encoder l'information que je veux mémoriser. Et cette étape-là est cruciale parce que si j'encode mal mon information, je ne pourrai pas ensuite aller la chercher. Et dans l'encodage, il y a l'influence de la vigilance, de l'attention, de la concentration. Si je ne suis pas là, l'information va passer puis il n'y a rien qui va rester. Il faut que je puisse traiter mon information correctement. Si je ne comprends pas ou si ça va trop vite, puis les personnes âgées vont souvent vous dire ça, j'ai demandé à quelqu'un de me dire comment me rendre à tel endroit, et puis ça a passé tellement vite que j'ai rien retenu, puis je suis partie parce que je n'ai pas osé le faire répéter. Parce que le traitement d'information étant diminué quand on vieillit, bien, il faut, quand on demande des explications, d'être capable de les comprendre à mesure, puis de ralentir la personne qui nous les donne pour réussir à comprendre, puis que ça soit efficace, puis que ça n'ait pas été une perte de temps générale pour la personne qui explique, puis pour la personne qui reçoit aussi.
C'est aussi très influencé par l'organisation de l'information. Il faut que je la remette dans son contexte. Il faut que je la relie à des choses que je connais déjà pour savoir, pour être capable de faire un tout cohérent, un tout relié, associatif, cohérent, pour être capable de la rechercher ensuite. Évidemment, c'est lié à la motivation. C'est très lié à l'anxiété. Hein, si je suis comme ça, des fois, avec mes patients en clinique, je leur dis, je vais vous raconter une histoire, écoutez-moi bien, parce qu'ensuite, je vais vous demander de me la raconter. Ils sont tellement énervés, ils ont les jointures blanches, sont comme ça, il n'y a absolument rien qui rentre. Alors, c'est pas surprenant qu'ils ne soient pas capables de la raconter. Quelques minutes plus tard, je leur dis, lisez donc ce texte-là à haute voix, juste pour vérifier vos capacités de lecture. Alors là, ils lisent le texte. Là, je tourne la feuille, je dis, de quoi ça parlait? Ils me racontent. Hein? Donc, quand on a diminué le niveau d'anxiété, on a pu augmenter leur capacité à mémoriser. L'encodage est un des aspects les plus sensibles aux effets du vieillissement. Parce que les gens ont moins tendance à aller chercher, à aller organiser leur information avec ce qu'ils connaissent déjà. Ils ont moins tendance, donc, à regrouper, à aller approfondir. On appelle ça approfondir, augmenter la profondeur de la trace. Et ça, c'est important et c'est la première chose qu'on explique à nos patients et à nos sujets normaux qu'on voit dans les études aussi. C'est bon pour tout le monde. Donc, soit faire des images, faire des liens avec ce qu'on connaît, etc. Le deuxième phénomène, c'est le phénomène de consolidation. C'est vraiment un aspect très, très, très physiologique. Ça, c'est des beaux hippocampes joufflus, tout roses. Ça fonctionne bien. Vous allez être capable de consolider votre information. Ce n'est pas cet aspect-là qui est touché par le vieillissement. Ça peut être touché dans certaines maladies, mais en général, quand les personnes ont bien encodé leur information, ils vont être capables de la conserver dans le temps. Okay? Si elle est bien encodée, elle va se conserver. On en vient à la récupération, qui est au drame un grand problème. Récupérer de l'information, c'est difficile. Souvent, on sait qu'on le sait, mais on n'est pas capable d'aller le chercher. Ça aussi, ça prend souvent des stratégies efficaces. Et puis, je suis sûre que ça vous est arrivé lorsque vous aviez aussi 15 ans. En devant une page d'examen, tout d'un coup, l'anxiété augmente, la page blanche, on sait qu'on le sait, on a étudié comme des fous. Et pourtant, on n'arrive pas à accéder à l'information. Première chose à faire, passer la commande, laisser le cerveau travailler, passer à autre chose. Hein, on dit toujours à nos étudiants, change de question, changez de question. Le petit cerveau qui fonctionne si bien va aller, lui, faire la recherche pendant que vous faites autre chose. Parce que la mémoire est associative. Alors là, ça marche. Et puis, quand on y revient, tout d'un coup, hop! Ben oui, je m'en souviens, hein, le nom d'un acteur. Oui. Alors, on fait plein de relations. On essaie... Mettons, je cherche Brad Pitt. Bon, je ne connais pas bien Brad Pitt, donc je ne connais pas bien ses faits, mais Angelina Jolie. Là, donc, je vais chercher plein d'associations avec Brad Pitt. Et puis, je laisse de côté parce que je ne trouve pas le nom. Puis tout d'un coup, à cause de ces associations-là, ça va me permettre de retrouver le nom. Donc, la récupération, à la fois en mémoire épisodique et dans d'autres systèmes de mémoire, c'est un problème qu'on peut partiellement compenser en allant chercher, en mettant en jeu des bonnes stratégies de récupération. Encore une fois, le fait de l'anxiété, je vous en ai parlé, le fait de la dépression, les gens qui ne sont pas capables de se mobiliser, c'est problématique aussi pour aller récupérer des informations. Et évidemment, ça dépend beaucoup aussi comment de quel type de rétention. On sait que c'est beaucoup plus facile de reconnaître. Si quelqu'un vous dit « Te rappelles-tu de tel événement », ça va être plus facile que d'aller chercher l'événement tout seul, comme ça, sans indice. Et donc, c'est très sensible aux effets du vieillissement. La mémoire prospective, je vous en ai parlé. La raison pour laquelle c'est si sensible de ne pas oublier de faire des choses dans le futur, c'est que ça prend à la fois des bonnes capacités d'attention, il faut se souvenir au moment où ça arrive, il faut se souvenir de faire les choses, des bonnes fonctions exécutives, il faut organiser il faut vraiment avoir un plan pour aller récupérer cette information-là, et puis évidemment, il faut se souvenir de ce qu'on a à faire. Donc, on peut
utiliser plein de stratégies dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui pour essayer de ne pas oublier les choses qu'on a à faire. Par exemple, se mettre, je ne sais pas, moi j'ai toutes sortes de stratégies que j'utilise, de mettre le truc dans l'entrée. Comme ça, si je ne pourrais pas oublier d'apporter la chose parce que sinon, je vais passer dessus. Je suis sûre qu'on ferait le tour de la salle. On a plein de bonnes stratégies. Et donc, la mémoire autobiographique, c'est aussi de la mémoire épisodique, mais cette fois-ci, c'est vraiment pour les choses qui nous sont à nous, qui nous appartiennent à nous. Et quand on regarde ce que les gens se souviennent dans le vieillissement normal, c'est tout à fait préservé. Et il y a un pic de réminiscence vers l'âge de 25-30 ans. C'est vraiment une période, je vous dirais, de 20 à 30 ans où les gens ont beaucoup, beaucoup de souvenirs et ça correspond vraiment aussi à un pic où les gens ont plein de choses qui leur arrivent, dont le premier emploi, la fin des études, le premier emploi, un enfant, un mariage, etc. Donc, dans toutes les études, on trouve toujours ce pic de réminiscence. Et j'attire votre attention sur le fait que quand on vit un événement, c'est vraiment de la reconstruction. Quand on en reparle, on y repense plus tard parce que c'est facile, on compare avec un ami qui a fait le même voyage que nous, puis c'est comme si on n'était pas allé au même endroit. On a vraiment, vraiment une façon d'encoder. On a un filtre personnel qui se met sur l'ensemble des événements, qui fait que ça devient très, très personnel. Et donc, c'est coloré par toutes les autres expériences qu'on a eues dans notre vie. Ça, c'était le système épisodique. Les autres systèmes, je vais vous en parler plus rapidement parce que le premier, c'est celui qui nous embête le plus. La mémoire sémantique, cette fois-ci, c'est vraiment l'ensemble des connaissances qu'on a sur le monde, donc la signification des mots. Un avocat, c'est une profession, ça peut être aussi un fruit. Les caractéristiques fonctionnelles des objets, les connaissances, toutes les connaissances qu'on a didactiques, c'est vraiment la mémoire sémantique. Et ça ne fait pas référence au contexte d'acquisition. On sait qu'on sait, on sait la définition d'un hippocampe, mais on ne sait pas quand on l'a appris, et ce n'est pas nécessaire non plus, puis on apprend ces choses-là par exposition multiple. C'est comme ça qu'on va dégager des concepts par exposition multiple dans des contextes différents. Et puis, c'est très, très bien préservé dans le vieillissement normal. Et même, ça continue à s'enrichir avec les années. C'est vraiment un type de mémoire qui est le mieux préservé et qui vraiment peut continuer à s'enrichir. Les gens peuvent apprendre des nouveaux mots de vocabulaire, ils ont accès aux connaissances dialectiques. Les gens peuvent apprendre facilement une nouvelle langue. Ils ne vont pas maîtriser l'accent, mais ils vont maîtriser l'essentiel du vocabulaire acquis. Alors, comment on l'évalue? Bien, souvent par la dénomination d'image, par des épreuves d'appariement. Vous avez une image ici en haut, qui est un chameau. On va lui demander à la personne, aux participants de nos recherches, avec quelle image ça va le mieux. Même chose ici. La connaissance des objets, comment ça s'appelle, est-ce que c'est un outil de bricolage, tout un ensemble de connaissances. Dans la maladie d'Alzheimer et dans la phase prodromique qui précède le trouble cognitif léger, ces questions-là commencent à être difficiles. On a vraiment on sait le nom général, mais on a de la difficulté à préciser les noms des choses. Et la même chose pour les célébrités. OK, donc le nom. Bon, des fois, ça va bien aller. Est-ce que c'est un chanteur? Ça aussi, les grosses catégories. Dans le vieillissement normal, c'est préservé. Mais est-ce que c'est un producteur de vin? Alors, on essaie de trouver de la bière. Et puis, est-ce que Pierre Bourgault lui a écrit une chanson? Ben oui. Entre deux joints, tu pourrais faire quelque chose. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, donc, la mémoire sémantique, c'est lié aussi à la culture, c'est lié à l'âge, parce qu'on a tous des choses. Il faut vraiment avoir été dans ces années-là pour se rappeler des choses comme ça. Le dessin, on peut aussi évaluer la mémoire sémantique par le dessin. Le test de l'horloge est celui qui est le plus connu. À travers le monde, il y a des milliers de publications sur le test de l'horloge. Pourquoi? Parce que les personnes âgées sans problème neurologique dessinent sans difficulté des horloges. C'est super facile. Mais dans la pathologie, surtout dans la maladie d'Alzheimer qui va toucher l'aspect conceptuel, les gens perdent complètement la capacité de représenter l'heure.
Et tranquillement, ils vont perdre la capacité de représenter aussi l'horloge. Mais au départ, c'est qu'ils ne savent plus comment représenter l'heure. J'ai une collection absolument phénoménale d'horloges. Et donc, c'est important parce que c'est un petit test tout simple qu'on peut faire passer comme ça, que les médecins font passer couramment. Et puis, quand il y a des problèmes, ça vaut la peine quand même d'aller investiguer un petit peu plus. Quand il n'y a pas de problème, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais ce qui ne sont pas aussi importants. Et enfin, dernier système, le système procédural, c'est celui qui nous permet de faire du ski, de conduire une voiture, de patiner, d'aller à bicyclette, etc. C'est un système qui est très bien préservé dans le vieillissement. Comme vous voyez, c'est encore possible. Les limitations qu'on a, c'est vraiment la forme physique en tant que telle. Ce n'est pas la capacité du cerveau à apprendre des nouvelles habiletés. C'est vraiment à les réaliser. Et on sait que les personnes âgées normales n'ont pas de difficulté à apprendre de nouvelles habiletés. Il faut leur donner le temps et il faut qu'ils soient capables, évidemment, de résoudre le problème. Alors, en résumé, dans le vieillissement normal, il y a dans les 3 grands systèmes de mémoire, il y a le système sémantique qui fonctionne très bien et qui peut continuer à acquérir, à s'augmenter avec le temps. Il y a le système procédural qui reste tout à fait fonctionnel. Et puis, il y a le système épisodique qu'on doit aider un peu par des stratégies plus adaptées pour réussir à acquérir des nouvelles informations puis les rappeler au moment nécessaire. Et bien, pour conserver une bonne mémoire, vaut mieux évidemment prévenir que guérir. Donc, préserver, augmenter la réserve cognitive qui permet, on sait maintenant, à des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer d'avoir un diagnostic beaucoup plus tard, des fois 2, 3, 5 ans plus tard, parce que leur réserve cognitive compense pendant plusieurs années les effets délétères de la maladie. Donc, il faut avoir des activités intellectuelles exigeantes, mais plaisantes, sortir de sa zone de confort, faire de nouveaux apprentissages, faire régulièrement des activités physiques avec des composantes cardiovasculaires. Il y a un de nos collègues, Louis Bérère, qui travaille beaucoup sur cet aspect-là, et c'est vrai qu'il y a vraiment des bénéfices chez les personnes âgées normales, tout à fait, à améliorer cet aspect, contrôler évidemment les facteurs de risque, et chez les personnes âgées, prévenir les chutes, parce que c'est un énorme problème. Et on en revient aux benzodiazépines, qui sont une des raisons de chute chez la personne âgée. Bien, je vous remercie beaucoup de votre attention.